voyez maintenant le... Oui, madame. C'est bon. Vous voyez le cours. Mais بصح le cours راهو في traitement. Eh, معليش. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je vais vous présenter les troubles des conduites alimentaires. Donc, les objectifs pédagogiques de ce cours. À la fin de ce cours, vous devez pouvoir diagnostiquer, bien sûr, les troubles des conduites alimentaires chez l'adolescent et l'adulte. Dans tous les cas, les troubles des conduites alimentaires, on les trouve essentiellement chez les adolescents et ils sont plus rares chez les adultes. Donc, aussi, il faut connaître à la fin de ce cours les conséquences somatiques graves que peuvent engendrer ces troubles qui sont essentiellement mentaux. Donc, c'est des troubles psychiques, psychiatriques, mais qui peuvent entraîner des conséquences somatiques graves et peuvent entraîner même la mort, surtout pour l'anorexie mentale. Aussi, vous devez connaître quelle attitude thérapeutique devant ces troubles des conduites alimentaires. C'est-à-dire que vous devez connaître le traitement de ces troubles. Donc, plan du cours. Dans tous les cas, les principales pathologies qu'on va aborder, c'est l'anorexie mentale et la boulimie. Elles sont de loin les plus fréquentes et les plus importantes. Donc, en introduction, définition, donc, les troubles des conduites alimentaires sont des perturbations persistantes, c'est-à-dire c'est des perturbations chroniques, des maladies chroniques du comportement alimentaire qui vont entraîner un mode de consommation pathologique, soit par excès ou par restriction, ou carrément c'est des conduites, c'est une consommation pathologique aberrante qui n'est pas habituelle. Et ou une absorption de nourriture délétère pour la santé physique ou le fonctionnement social. Donc, ces perturbations alimentaires vont être nocives et pour la santé ou pour le fonctionnement social du sujet et ses relations sociales, etc., son intégration sociale, etc. Donc, les troubles alimentaires se divisent en 3 sous-groupes. On a la forme restrictive, dont le chef de file, bien sûr, c'est l'anorexie mentale. On a la forme en excès, la boulimie, qu'on va voir en détail, qui est l'hyperphagie et une consommation, une absorption chronique de nourriture et qui aboutit en général à une obésité, tandis que la boulimie, c'est des crises, incoercibles où on va absorber une grande quantité d'aliments en une période de temps limitée. Par contre, l'hyperphagie, c'est une absorption chronique, c'est-à-dire c'est des gens qui mangent beaucoup et qui mangent tout le temps. Et en général, c'est des sujets obèses. La potomanie, qui est une absorption permanente de grandes quantités d'eau. Donc, on peut la trouver chez les schizophrènes ou épileptiques, etc. Et qui peut entraîner une hyponatrémie qui elle-même peut entraîner des convulsions et les sujets peuvent même être hospitalisés en réanimation. C'est-à-dire la potomanie, ils vont absorber de grandes quantités d'eau, jusqu'à 10 litres d'eau par jour. La dipsomanie, c'est une ingestion paroxystique
de grandes quantités de boissons alcoolisées, c'est-à-dire donc consommer de l'alcool. Les conduites alimentaires aberrantes, le PICA, on a déjà vu, ils vont absorber des matières non, des trucs non alimentaires, comme la craie, la terre, les cailloux, etc. Et ça donne des anémies sévères. On les trouve surtout chez les enfants. Le méricisme, qui est la régurgitation répétée de la nourriture qui survient après un repas. Le méricisme, c'est ishtira, c'est-à-dire les sujets vont régurgiter ce qu'ils ont mangé et ils vont le mastiquer encore. On la voit, le méricisme, bien sûr, on le voit chez les animaux, surtout, surtout les moutons, etc., les vaches. Mais chez l'être humain, on peut le voir, et surtout chez certains débiles profonds. On peut trouver le méricisme. Donc, on va commencer par la première entité qui est l'anorexie mentale, c'est la restriction alimentaire. Donc, je veux vous dire aussi une chose avant, que l'anorexie mentale et la boulimie sont des maladies chroniques qui se révèlent essentiellement pour l'adolescence. C'est des pathologies de l'adolescence, mais on peut trouver des formes prépubertaires et tardives, ou tardives qui apparaissent au-delà de 25 ans, mais ces deux formes sont minoritaires, donc on ne trouve pas beaucoup. Donc, c'est quoi l'anorexie mentale? C'est une conduite de restriction alimentaire, lutte active contre la faim, par rapport aux besoins, conduisant à un poids significativement bas, compte tenu de l'âge, du sexe et du stade de développement de la santé physique. Donc, pour l'anorexie mentale, donc c'est une restriction alimentaire, mais c'est-à-dire les sujets ne vont pas manger, mais la différence entre une anorexie d'origine organique et une anorexie mentale, c'est que dans l'anorexie mentale, le sujet a faim, c'est-à-dire il a faim, mais il lutte activement contre cette faim. Par contre, dans l'anorexie d'origine organique, par exemple dans les cancers, la tuberculose, etc., le malade n'a pas faim. Donc, bien sûr, cette anorexie est associée à une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. C'est-à-dire, les malades ont peur de grossir, alors malgré qu'ils sont trop maigres. En général, ils sont trop maigres et ils sont même dénutris, mais ils ont toujours peur de prendre du poids, malgré leur maigreur. Bien sûr, on trouve une altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps. C'est-à-dire, les sujets ne sont pas conscients, ils sont anosognosiques, ils ne sont pas conscients de leur maigreur ou de leur poids. C'est-à-dire, malgré que leur poids est très bas par rapport à la taille, à l'âge, au sexe, etc., mais ils se perçoivent toujours comme gros. Donc, c'est une pathologie qui va toucher essentiellement les adolescentes entre 15 et 20 ans. Donc, je vais parler au féminin pour ces deux pathologies, pour l'anorexie mentale et la boulimie, parce qu'elles touchent les femmes dans la grande majorité des cas. Dans 90% des cas, c'est des femmes ou c'est des jeunes filles, des adolescentes, etc. Donc, elle va atteindre les classes sociales aisées, donc surtout les mannequins, les danseuses, les hôtesses de l'air, etc. Donc, comme je vous ai dit, le sexe ratio, un homme pour 9 à 11 femmes. La prévalence est de 0,3% dans la population générale. Et c'est une pathologie grave qui peut engendrer une mortalité importante, c'est-à-dire les sujets peuvent mourir dans 9,6% des cas. Donc, pour la clinique, donc, en général, il s'agit de jeunes filles ou de jeunes femmes
qui vont entreprendre un régime restrictif pour perdre un excès de poids réel ou imaginaire. C'est-à-dire c'est des femmes qui vont faire un régime. Le début va commencer par un régime. Soit que c'est vrai, elles sont obèses et elles vont faire un régime, ou bien c'est imaginaire, elles ne sont pas du tout obèses et elles entreprennent quand même un régime. Donc, elle survient souvent dans des circonstances de séparation. Le début survient souvent dans des circonstances de séparation. Par exemple, éloignement du domicile familial pour des raisons d'études, par exemple à internat ou aux cités universitaires, etc. Séjour à l'étranger, départ ou disparition d'un proche, par exemple un membre de la famille, surtout un frère, etc., avec lequel, bien sûr, la patiente entretenait de bonnes relations, rupture sentimentale, amoureuse, etc. Donc, au début, l'entourage, bien sûr, va gratifier la patiente, il va lui donner des compliments sur sa minceur, une minceur valorisante, ou bien il va y avoir un arrêt de remarques vexantes sur des rondeurs qui complexient l'adolescent. C'est-à-dire au début, l'entourage va complimenter la patiente sur sa minceur, ils vont lui dire que vous êtes plus belle, comme ça, etc. Ou bien l'entourage, il y avait des remarques blessantes et l'entourage sur les rondeurs de la patiente. Donc, il n'y aura plus de remarques et la patiente est satisfaite. Donc, la patiente va sentir au début un mieux-être devant cet amaigrissement et moins la jeune fille va s'alimenter, puis plus elle va sentir de l'énergie. Donc, je disais, il va y avoir aussi le développement d'idées fixes relatives au poids, aux aliments et aux calories. Donc, la patiente ne va penser qu'au poids, elle va se peser tous les jours. Euh, chaque aliment, elle va voir il contient combien de calories, elle va choisir ses aliments, etc. Donc, les féculents et les matières grasses vont être éliminés peu à peu de son régime et elle va réduire progressivement la quantité des repas. Elle va éviter aussi de manger en société, c'est-à-dire elle va éviter les regroupements familiaux, les fêtes, etc., pour ne pas être surveillée sur ce qu'elle mange. Donc, le contrôle du comportement, son comportement alimentaire est très progressivement perdu et la peur de regrossir ou l'impression d'être encore grosse, malgré un état bien sûr de dénutrition avancée, l'incite à réduire toujours de l'alimentation. C'est-à-dire elle va encore réduire et réduire l'alimentation jusqu'à ne rien manger. Bien sûr, au début, c'est pas la patiente qui va s'en apercevoir de son trouble, c'est les proches ou le médecin traitant qui vont s'inquiéter de cette évolution. Et une fois on va lui parler, le problème évoqué avec la patiente, il va y avoir un déni ou une dénégation, c'est-à-dire elle va nier complètement son trouble et là, elle va commencer à dissimuler la perte de poids et la restriction euh, par des vomissements provoqués ou par la prise de laxatifs. Ou bien elle va carrément mettre des vêtements amples, etc., pour donner l'impression qu'elle est grosse et qu'elle mange bien. Bien sûr, devant ce comportement, l'entourage est ambivalent. Des fois, il l'encourage, on l'aménage dans la famille afin qu'elle mange. Et des fois, il y a une incompréhension
une irritation de l'entourage et on va essayer de mettre la pression sur la patiente pour se réalimenter, mais en vain. Donc, devant l'attitude de l'entourage, la patiente va encore se replier sur elle-même et va encore essayer et va s'investir dans des activités intellectuelles, sportives, etc., pour brûler encore les calories. Donc, c'est à un stade tardif où il y aura vraiment une baisse des performances intellectuelles, où la patiente n'arrive plus des performances intellectuelles et physiques, que la patiente va s'apercevoir de son trouble et là, c'est là qu'elle va demander de l'aide. Donc ça, c'est grosso modo une image clinique de l'anorexie mentale. Donc, je reviens à mon cours. Comme je vous ai dit, il y a installation progressive d'une triade, de la triade. D'abord, l'anorexie mentale, qui est le refus volontaire de toute alimentation, bien sûr, malgré qu'elle a faim. Ensuite, survient l'amaigrissement, donc qui est important et rapide, entre 10 et 50% du poids normal pour l'âge. Et souvent, cette anorexie est complétée, c'est-à-dire la patiente ne se réduit pas seulement à ne pas manger, mais elle va encore provoquer des vomissements parce si elle mange un peu, elle va provoquer des vomissements pour vomir tout ce qu'elle a mangé, pour ne pas prendre du poids, ou bien elle va prendre des laxatifs, des diurétiques, ou des lavements pour perdre encore du poids. Donc, l'aménorrhée, donc le troisième symptôme, c'est l'aménorrhée, qui peut être primaire, bien sûr, chez une jeune fille qui n'a jamais été réglée, ou bien secondaire lorsque la jeune fille a été déjà réglée. Donc, on parle d'aménorrhée après une interruption de 3 mois des règles, si les règles étaient régulières auparavant, ou de 6 mois si elles étaient irrégulières. Donc, l'aménorrhée est une complication, bien sûr, de l'amaigrissement et elle est liée au dysfonctionnement hypophysaire induit, bien sûr, par l'hypoalimentation, la diminution de l'alimentation. Donc, après la triade caractéristique, le deuxième critère diagnostique, bien sûr, c'est les signes caractéristiques du conflit psychique de l'anorexie. Et c'est là qu'on va bien sûr différencier une anorexie mentale d'une autre anorexie, d'une perte d'appétit, etc. Donc, la différence entre l'anorexie mentale et les autres anorexies, les autres pathologies, bien sûr, c'est les caractéristiques psychiques, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement psychique particulier chez l'anorexie. Donc, d'abord, il y a l'attitude aberrante vis-à-vis de la nourriture, de sa santé, c'est-à-dire et qui va se représenter bien sûr par la conduite active de restriction alimentaire, c'est-à-dire elle refuse ou elle ne s'alimente pas correctement, par les vomissements provoqués postprandiaux, bien sûr, si s'il lui arrive de manger ou de manger correctement, elle va se faire vomir pour, pour éliminer tout ce qu'elle a mangé. Par aussi la prise de laxatifs, de diurétiques ou de lavement, bien sûr, pour encore éliminer les aliments qu'elle a mangés. Donc, c'est une vraiment conduite aberrante vis-à-vis de la nourriture et de sa santé. Elle s'en fiche complètement de sa santé. Donc, deuxième élément, c'est la perturbation de l'image du corps, où
et une dysmorphophobie. Dysmorphophobie, c'est-à-dire que c'est une crainte obsédante d'être laide ou mal formée. C'est ça la dysmorphophobie. Donc ici, la patiente a une crainte, une peur permanente de grossir. Donc elle a souvent peur de grossir. L'anosognosie, c'est-à-dire la patiente n'est pas consciente de son trouble et elle n'est pas consciente de sa maigreur. C'est-à-dire malgré qu'elle est cadavérique, presque cadavérique, elle n'est pas consciente de son problème. Donc voilà, on voit ici la patiente qui se voit dans le miroir, malgré qu'elle est maigre, elle se voit toujours grosse. Donc il y aura aussi une hyperactivité et un surinvestissement moteur, c'est-à-dire comme si le fait de ne pas manger ne lui suffit pas, mais elle va encore s'investir dans le sport, elle va faire de la danse, de l'aérobie, gymnastique, jogging, etc. Marche prolongée, etc. Donc, afin de donc, ce sont des sujets qui vont connaître sensation de fatigue et de mourir d'épuisement. Voilà. Donc, c'est ça pour le surinvestissement moteur. Il y a aussi une affectivité bloquée, c'est-à-dire elle n'a pas de vie sexuelle, donc il n'y a pas de désir ni de plaisir sexuel. Donc, il y a le surinvestissement moteur, il y a aussi le surinvestissement intellectuel. Donc, il y a chez ces patientes, on trouve une boulimie de connaissances, c'est-à-dire en général, c'est la première de la classe, elle a de bons résultats scolaires, etc. Mais malgré cette façade, donc les capacités imaginatives de ces patientes sont en général faibles, c'est-à-dire parce que la patiente manque de souplesse psychique, elle n'est pas souple du tout psychologiquement, et ce qui est bien sûr nécessaire à la créativité. Donc, et donc après les signes psychiques, bien sûr la répercussion, la triade symptomatique, les signes psychiques, bien sûr, il y a une répercussion. Et donc, les signes somatiques sont ceux d'un état carentiel, c'est-à-dire c'est les carences nutritives puisqu'elles ne mangent pas correctement, donc il va y avoir des carences. Donc, on va voir des signes en rapport avec la dénutrition. Donc, c'est un aspect, on va trouver un aspect cadavérique avec pente musculaire, yeux enfoncés dans les orbites, faciès ridés, joues creuses, effacement des fesses, des seins, etc. Les fanères aussi, on va trouver des cheveux ternes et secs, puisqu'il n'y a pas assez de vitamines et on ne mange pas correctement. Les ongles cassants, striés, etc. On peut trouver aussi des œdèmes de carence au niveau des chevilles périorbitaires, dû bien sûr à la carence à l'hypoprotinémie. Constipation, bien sûr, puisque la patiente ne mange pas, donc transit intestinal est ralenti, etc. Donc on peut trouver aussi des troubles cardiovasculaires avec une fonction artérielle basse, bien sûr pas hypoglycémie. On peut trouver aussi à cause de l'hypocalémie, qui ne mange pas assez. Donc à cause de l'hypocalémie, on peut trouver aussi des troubles du rythme cardiaque,
une arythmie, etc., qui peuvent même conduire à une mort pour l'hypocalémie. Donc, l'hyperpsychose, l'hyperpsychose, bien sûr, elle est liée aux troubles, au désordre hormonal, et on va trouver une pilosité importante au niveau d'une partie du corps ou tout le corps. Donc, il va y avoir une augmentation de la pilosité, bien sûr, qui est secondaire au dérèglement hormonal, provoqué par l'hyponutrition ou l'hypoalimentation. On trouve aussi une hypothermie constante, donc, et des altérations dentaires qui peuvent être causées par, bien sûr, le manque d'aliments, de vitamine D, de calcium, et aussi qui peuvent être provoquées par les vomissements, par les vomissements. Donc, puisque les vomissements à répétition qu'elle fait, que fait cette patiente. Donc, pour les formes cliniques, on a deux types de formes. Le type restrictif pur, c'est-à-dire qui est obtenu par le régime, le jeûne ou l'exercice physique. C'est-à-dire la patiente va faire son régime, le sport, ou bien le jeûne. Les patientes peuvent aussi recourir au jeûne, c'est-à-dire elles jeûnent pendant plusieurs mois pour bien sûr, pour perdre encore du poids. Et il y a le deuxième type, c'est le type hyperphagique purgatif. C'est-à-dire, pendant les 3 derniers mois, la personne a présenté des accès récurrents d'hyperphagie. C'est-à-dire, malgré que la patiente est une anorexie mentale, mais des fois, elle perd le contrôle et elle va faire des accès de glycémie. C'est-à-dire, elle va manger d'une façon extrême pendant, bien sûr, une période limitée. Ou bien cette forme regroupe aussi les jeunes filles qui ont tendance à recourir aux vomissements provoqués ou au comportement purgatif, c'est-à-dire à la prise de laxatifs, de diurétiques, de lavement, etc. pour perdre du poids. Donc, pour les examens biologiques, donc bien sûr, il va y avoir des signes de dénutrition. Donc, la glycémie va être normale, mais on va trouver une tolérance au glucose diminuée, donc avec une hypoinsulinémie basale. C'est-à-dire, par la langue, la patiente peut développer, bien sûr, un diabète dû au dérèglement hormonal, etc. On trouve aussi une hypoprotidémie, une hypocalémie bien tolérée, mais des fois, bien sûr, comme je vous ai dit, la patiente peut avoir des troubles du rythme qui peuvent être mortels, qui peuvent entraîner des morts subites, bien sûr dans les cas graves où la patiente est trop cachétique. On trouve aussi une anémie hypochrome. Bien sûr, la dénutrition va entraîner aussi des troubles immunologiques, des modifications immunologiques, on va trouver une leucopénie, c'est-à-dire diminution des globules blancs, une augmentation des lymphocytes. On peut trouver aussi une augmentation des IgM sériques totales et une diminution des IgG sériques totales. Donc, ça pour la dénutrition. Les signes d'atteinte haute secondaire. Donc, bien sûr, on va trouver, suite bien sûr à la dénutrition et à l'hypoalimentation, il va y avoir des perturbations hormonales importantes. Donc, on peut trouver un hypogonadisme important. Donc, au maximum, va apparaître un tableau de bon hypopituitarisme secondaire. Bien sûr, pour le bon
pituitarien, c'est une insuffisance de l'ensemble des glandes périphériques, bien sûr, pour contrôle de l'hypophyse et des métabolismes correspondants. Donc, bien sûr, suite à l'hypogonadisme, on a prénadiol et oestrogène urinaire effondré, LH, disparition du pic de LH, donc avec profil prépubertaire, c'est-à-dire que le dysfonctionnement hypothalamo-hypophysaire va entraîner une régression de cette fonction à un stade prépubertaire. C'est-à-dire, c'est ça. FSH donc, va être voisine de la normale. Pour la thyroïde, on va trouver un métabolisme de base diminué avec des poids bas, donc qui réversible et la poids elle est basse parce qu'elle est due à une restriction en hormone de croissance qui va diminuer la conversion du T4 en T3. T4 normal, TSH normal aussi. Le cholestérol augmenté. Bien sûr, comme vous savez, les hormones thyroïdiennes interviennent dans le métabolisme lipidique de façon énorme. Donc, c'est pour ça qu'on trouve le cholestérol augmenté. Donc, le diagnostic positif, donc il est porté devant, bien sûr, on pose le diagnostic d'anorexie mentale devant tous ces plusieurs éléments, c'est-à-dire c'est pas seulement devant la triade symptomatique. Donc, on a l'anorexie, l'aménorrhée, l'amaigrissement, les signes spécifiques psychologiques qui sont importants. On ne va pas parler d'anorexie mentale, donc on va voir autre chose, rechercher une autre étiologie. Bien sûr, on a les signes somatiques de carence, bien sûr, la répercussion de l'hypoalimentation va y avoir des carences. Les signes négatifs, bien sûr, donc c'est l'absence de pathologie psychiatrique patente. C'est-à-dire, par exemple, on ne sait pas une schizophrénie où la patiente, par exemple, ne s'alimente pas parce qu'elle est délirante, elle a un délire d'empoisonnement, c'est-à-dire elle ne mange pas parce qu'elle suspecte que les gens lui ont mis du poison dans la nourriture, etc. Donc, donc l'anorexie mentale, normalement, elle est isolée. Il n'y a pas de pathologie psychiatrique patente. Et aussi l'absence de pathologie médicale, c'est-à-dire on va éliminer les autres causes d'anorexie, comme tuberculose, cancer, etc. Donc, pour le diagnostic différentiel, donc les diagnostics différentiels, comme je vous ai dit, sont évoqués devant l'absence de signes spécifiques du conflit psychique de l'anorexie mentale. C'est-à-dire l'essentiel, c'est le conflit psychique et les problèmes psychiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc, s'ils sont absents, donc on va penser à autre chose, délire chronique. Pour les pathologies psychiatriques, le délire chronique, par exemple, c'est un délire d'empoisonnement. Par exemple, le sujet vous dit qu'on veut m'empoisonner dans ma nourriture, donc il ne va pas manger. Dépression simple ou mélancolique, c'est-à-dire les sujets sont tellement déprimés qui vont dire à quoi bon manger, donc puisque je suis cuit, je n'ai pas d'avenir, je n'ai rien bouché, etc. Donc à la fin de manger. Ou schizophrénie, on va trouver aussi un délire d'empoisonnement, par exemple la patiente nous dit qu'on a mis un poison dans la nourriture, ou bien elle est hallucinée et automatisée, elle a un automatisme mental, c'est-à-dire c'est des voix qui lui disent de ne pas manger, et bien sûr elle obéit aux voix. Ou bien c'est une pathologie phobique, obsessionnelle ou hystérique, c'est-à-dire c'est des phobies, elle a des phobies par rapport à la nourriture, par rapport à la façon de manger, etc. Pour les pathologies médicales, donc bien sûr les cancers, bien sûr bon, des anorexies, mais pour ces pathologies, bien sûr, il n'y a pas la sensation de faim, c'est-à-dire les sujets n'ont pas du tout faim. Par contre, dans l'anorexie, la patiente a faim et elle lutte activement contre cette faim.
Donc, tuberculose, bien sûr, syndrome démentiel, où les sujets, bien sûr, comme on a vu, ne savent pas s'ils ont mangé ou n'ont pas mangé, etc. C'est dû, bien sûr, aux troubles génétiques, etc. Maladie de Crohn, le diabète insulinodépendant, l'hyperthyroïdie, bien sûr, l'hyperthyroïdie donne un amaigrissement, une hyperthyroïdie, maladie d'Addison, etc. C'est des troubles, bien sûr, hormonaux qui peuvent engendrer ce tableau, mais la différence, c'est l'absence du conflit psychique. Donc, pour l'évolution, donc elle est favorable, donc on va avoir une guérison dans 50 à 60% des cas. Euh, donc, ou bien elle est défavorable et qui peut induire la mort dans 5 à 9% des cas. Bien sûr, les rechutes sont fréquentes dans 50% des cas, c'est-à-dire les patients s'améliorent, puis il y aura une rechute. Donc, mais on parle de chronicité quand l'évolution de l'anorexie mentale va dépasser 4. Bien sûr, les éléments de mauvais pronostic, c'est sur le recapitulage du traitement, c'est-à-dire il faut mettre le traitement rapidement, diagnostiquer la patiente et essayer de la traiter rapidement. Et bien sûr, le déni du trouble, c'est-à-dire que si la patiente ne reconnaît pas son trouble, elle n'est pas consciente de son trouble et elle refuse de reconnaître comme vrai qu'elle a un trouble qu'elle doit traiter, etc. Donc, on arrive au traitement. Donc, bien sûr, l'anorexie mentale est une urgence médico-psychiatrique. Donc, la patiente doit être prise en charge rapidement. Bien sûr, souvent l'hospitalisation est nécessaire, donc on doit hospitaliser la patiente, qui peut se faire, cette hospitalisation peut se faire en réanimation en cas de dénutrition grave, bien sûr, où la patiente va être réalimentée par voie parentérale ou même par voie gastrique. C'est-à-dire, on va mettre une sonde gastrique, on va lui passer la nourriture. Bien sûr, dans les formes moins graves, la patiente est traitée en psychiatrie. Donc, au début, on va isoler la patiente, c'est-à-dire la patiente ne va pas recevoir sa famille, elle ne voit personne, elle va être isolée. Donc, et à l'hospitalisation, un contrat de poids va être établi. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un contrat avec la patiente, on va poser la patiente à son admission, on va lui dire que si vous avez un tel poids, on va vous, les visites de la famille vont être permises. Et si vous arrivez bien sûr à un tel poids, on va vous mettre sortant. Donc, au début, on va mettre un contrat avec la patiente. Donc, bien sûr, la réalimentation va être progressive, c'est-à-dire on va donner au début des petites quantités, on va augmenter les quantités au fur et à mesure, bien sûr, tout en étant une alimentation diversifiée. Bien sûr. Donc, il y aura une diversification, c'est bien sûr la réalimentation va se faire avec l'aide d'une diététicienne, donc la diététicienne de l'hôpital qui va mettre un régime et la patiente bien sûr va le suivre. Donc, on peut avoir recours aux psychotropes des fois, mais c'est pas tout le temps, c'est rare. Donc, on peut donner un antipsychotique atypique type olanzapine, le Zyprexa, et ça c'est dans les troubles graves avec déni. Donc, quand il y a un déni important,
où la patiente est vraiment dans la nausée, elle n'est pas du tout consciente de son trouble, là, on peut donner à faible dose, bien sûr, un antipsychotique. Bien sûr, un antidépresseur peut être aussi associé s'il y a une dépression. Si on diagnostique une dépression chez la patiente, on donne bien sûr un antidépresseur. Bien sûr, le traitement n'est pas uniquement médical, mais aussi des psychothérapies. La psychothérapie, c'est-à-dire c'est une psychothérapie, c'est-à-dire c'est des méthodes thérapeutiques où on va utiliser la parole, bien sûr, et des techniques codifiées pour essayer de convaincre la patiente pour, bien sûr, pour traiter la patiente à côté du traitement médical. Donc, on a d'abord des psychothérapies cognitivo-comportementales. C'est des psychothérapies brèves et qui sont à la mode et qui donnent de très très bons résultats. Par exemple, pour les thérapies comportementales, on va planifier avec la patiente les repas. On va l'aider, la patiente, on peut demander à la patiente de préparer le repas, c'est-à-dire elle va participer dans la préparation de son repas qu'elle va manger par la suite. Donc ça se fait à l'hôpital aussi. On va essayer d'améliorer l'image de son corps afin qu'elle s'aperçoive qu'elle est maigre et qu'elle doit corriger son trouble. Bien sûr, c'est des adolescents en général qui ont un mauvais estime de soi-même. Donc, on va essayer d'améliorer son estime de soi, etc. Aussi, on va essayer de lui faire des apprentissages sociaux afin d'avoir des relations sociales, parce qu'en général, c'est des jeunes filles qui ont de mauvaises relations sociales. Elles sont recroquevillées sur elles-mêmes et elles n'ont pas de bonnes relations, elles n'ont pas de relations. Donc, on va essayer de faire un apprentissage social avec ces patients. C'est ça, grosso modo, ce qu'on fait en thérapie cognitivo-comportementale. Aussi, on va faire une psychothérapie familiale, c'est-à-dire en général, l'anorexie mentale, c'est le symptôme d'une famille troublée. C'est-à-dire c'est le symptôme visible d'une famille troublée. C'est-à-dire que cette famille a un dysfonctionnement entre les différentes relations différentes relations entre les membres de la famille. Donc, il y a un dysfonctionnement familial, un dysfonctionnement dans les relations, et en quelque sorte, cette anorexie mentale est le symptôme visible de ce dysfonctionnement. Donc, on va essayer de travailler sur les relations de la jeune fille avec les différents membres de sa famille et essayer de réguler les distorsions cognitives, les distorsions relationnelles qui se trouvent entre les membres de la famille. J'ai terminé pour l'anorexie mentale. Donc maintenant, on va voir le deuxième trouble. Le premier, c'était la restriction, un type de restriction, c'est une restriction alimentaire, alors que le deuxième, c'est le contraire, c'est un excès. Donc, c'est la survenue récurrente d'accès hyperphagique, absorption en une période de temps limitée. Qui peut être d'un quart d'heure à 2 heures à peu près, et d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorbent en une période similaire et dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire elles vont vraiment absorber de grandes quantités d'aliments. En général, c'est des sucreries, du chocolat, des gâteaux, etc. Mais c'est vraiment de grandes quantités. Bien sûr, il va y avoir un sentiment de perte de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne va plus contrôler son comportement alimentaire pendant la crise. Donc, la prévalence est de 1% en population générale. Bien sûr, la boulimie peut aussi entraîner des décès, une complication, et c'est 7,6% des 7,4% de décès.
Donc, ici, mes cliniques. Bien sûr, je vais vous donner une image clinique. La boulimie, bien sûr, va se caractériser par la répétition. Il va y avoir une répétition d'accès de surconsommation alimentaire. Donc, plusieurs fois par semaine et parfois plusieurs fois même par jour. Bien sûr, en général, c'est des jeunes femmes ou des jeunes filles qui entreprennent un régime, mais elles vont perdre le contrôle de leur régime afin bien sûr faisait un régime afin d'être mince ou maigre ou de rester mince ou maigre, mais pendant le régime, elles vont perdre le contrôle, elles vont avoir des accès de boulimie. Donc, l'ingestion bien sûr alimentaire pendant la crise va être rapide, voire frénétique, c'est-à-dire être fait avec ardeur et violence extrême. Bien sûr, elle est faite dans un état d'émotion particulier, c'est-à-dire pendant la crise, la patiente a un état particulier d'émotion. Au début, c'est bien sûr c'est le plaisir et l'excitation. À la suite, à la fin, vers la fin de la crise, il va y avoir de la honte et de la culpabilité. Bien sûr, qui va s'intensifier au fur et à mesure du déroulement de la crise. Bien sûr, elle est limitée dans le temps, d'une quinzaine de minutes à 2 heures. Et en général, la fréquence est variable. Donc, comme je vous disais, un accès par semaine et parfois plusieurs fois par jour dans les formes extrêmes. Donc, bien sûr, il y a certaines circonstances qui peuvent précipiter les crises qui sont identifiées, bien sûr. Par exemple, la patiente va consommer des aliments qu'elle s'interdit d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, c'est des produits gras et sucrés, c'est-à-dire elle ne les mange pas ou elle se prive de ces aliments qui ont une forte teneur calorique. Des fois, donc, la patiente va perdre le contrôle et elle va manger ce type d'aliments et d'une façon vraiment extrême. Aussi, ça peut être secondaire à des états émotionnels pénibles que la patiente traverse, dans des circonstances que la patiente traverse. Donc, par exemple, lorsqu'il y a un sentiment d'ennui, lorsqu'il y a un sentiment de solitude ou d'abandon, où il y a une augmentation des affects dépressifs, lorsque la patiente sent une dépression, ou bien elle a des difficultés à se mettre au travail, ou encore une appréhension avant un rendez-vous. Ça peut être aussi pour fêter une joie, une satisfaction, par exemple lors d'une réussite, un examen, etc. Ou s'il y a une bonne nouvelle. Donc la patiente aussi va recourir à des crises de boulimie. Aussi, on les trouve dans le retour. On peut la trouver aussi dans le retour au domicile familial. Des jeunes filles qui sont parties en internat ou à la cité universitaire pour des raisons d'études, bien sûr. En général, elles mangent peu pendant la semaine et c'est les week-ends ou les vacances qu'elles vont se rattraper. Et bien sûr, elles vont se rattraper sous forme de boulimie afin de reprendre le poids perdu pendant la semaine ou pendant la saison. Bien sûr, l'envie de manger ou l'envie boulimie peut apparaître soudainement et il va déclencher une crise immédiate, c'est-à-dire la patiente va recourir immédiatement à manger et à prendre une grande quantité d'aliments qui se trouvent par exemple dans le réfrigérateur, etc. Ou bien il est préparé, c'est-à-dire elle y pense toute la journée et elle va préparer sa crise de boulimie la nuit. Donc elle va choisir les aliments, elle va faire la tournée de plusieurs commerces et
et elle va bien sûr recueillir les aliments qu'elle va manger pendant la nuit. Bien sûr, elle va prendre des précautions. En général, la crise se passe en solitude, c'est-à-dire elle le fait discrètement, toute seule dans sa chambre, etc., ou dans son studio, etc. Donc, elle va prendre des précautions pour qu'elle ne soit pas dérangée pendant sa crise. Donc, je disais, comme je vous ai dit, donc voilà. Au début de la crise, bien sûr, il y a des sensations agréables, il y a du plaisir à consommer ses aliments favoris, elle est toute heureuse. Mais la pénibilité, les complications ultérieures, la détérioration de l'état physique et psychologique de la patiente, et bien sûr sa conscience qu'elle est dépendante de cette conduite et qu'elle ne contrôle pas sa crise. Donc là, elle va sentir de la honte et du désespoir, et bien sûr, et ça va gâcher la satisfaction du premier moment. Donc, bien sûr, à la fin de la crise, la patiente va essayer de neutraliser l'apport calorique massif dû à la crise. Bien sûr, elle va recourir à plusieurs stratagèmes. Bien sûr, à commencer par des vomissements provoqués, c'est-à-dire après la crise, elle va provoquer des vomissements. Et c'est le moyen de limiter la prise de calories et bien sûr afin de ne pas grossir. Bien sûr, comment elle va faire elle va provoquer ces mouvements. En général, elle stimule le réflexe glossopharyngé avec les doigts. Donc, elle va mettre les doigts dans la bouche et essayer de se faire vomir. Ou bien elle va mettre un objet long, par exemple un crayon ou une fourchette, etc., une brosse à dents, dans la gorge et elle va se faire vomir. Bien sûr, pour les sujets qui ont l'habitude et qui ont une longue habitude, elles peuvent provoquer les vomissements par une simple pression de l'abdomen. Bien sûr, il y a une autre manière de perdre du poids ou de perdre les aliments qu'elle a mangés. C'est le fait de prendre des laxatifs ou des diurétiques afin de se purger de ces aliments. Donc, elle va prendre plusieurs comprimés par jour, voire des dizaines de comprimés, qui vont entraîner bien sûr des diarrhées douloureuses, mais bien sûr rassurantes. Des fois, on a des complications intestinales sévères à long terme et en cas de prise chronique. Aussi, la patiente peut recourir à une autre manière pour neutraliser l'apport calorique qu'elle a pris, c'est par l'exercice physique où la patiente va faire des exercices bien sûr physiques, mais d'une manière intensive, bien sûr après la crise et régulièrement pendant la semaine. Ou bien la patiente, bien sûr, va recourir au jeûne, où elle va jeûner pendant la semaine, bien sûr, pour perdre du poids ou perdre les calories qu'elle a prises. Donc c'est ça un petit peu l'image clinique de la patiente boulimique. Donc, je pense que c'est écrit là, tout ce que j'ai dit. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fin, c'est la honte et la culpabilité. Donc voilà. Bien sûr, ces accès hyperphagiques pour poser le diagnostic de boulimie, il faut qu'ils surviennent accès hyperphagique avec bien sûr les comportements compensatoires, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la crise de boulimie et associé au vomissement provoqué ou bien à la prise de laxative ou les autres techniques utilisées. Il faut qu'il survienne bien sûr en moyenne une fois par semaine pendant 3 mois pour qu'on peut poser le diagnostic de boulimie. Donc, le diagnostic différentiel,
Donc, je disais le diagnostic différentiel. Donc, bien sûr, le diagnostic différentiel se pose avec l'hyperphagie secondaire à des causes organiques, à savoir, bien sûr, il y a des pathologies organiques qui peuvent donner des crises de boulimie, mais bien sûr, qui ne sont pas associés au comportement compensatoire. Donc, tumeur cérébrale frontale, épilepsie partielle, syndrome démentiel, des endocrinopathies, etc. Avec les neurologiques, etc. L'hyperphagie est secondaire à des pathologies psychiatriques, type accès maniaque, par exemple, une patient est excitée, il va, il va prendre tout en excès, donc et là on peut trouver des accès de boulimie, schizophrénie, équivalent dépressif, c'est-à-dire que le sujet et la patiente est déprimée et donc elle va avoir refuge dans l'alimentation pour diminuer sa dépression, ou bien elle va avoir, on peut, si elle est déprimée, on peut aussi avoir refuge au sommeil, elles vont fuir leur dépression dans le sommeil ou dans la nourriture. Ou bien un équivalent névrotique, aussi c'est lors des troubles anxieux, on peut trouver ce type de crise. Le grignotage, bien sûr, pour le grignotage, c'est quoi? C'est l'ingestion répétée de faibles quantités, c'est des faibles quantités de nourriture, en dehors des repas, et c'est régulier. Donc, ils vont grignoter toute la journée. C'est pas des crises, c'est pas limité dans le temps, et c'est pas de grandes quantités. Ici, c'est des petites quantités. Pour l'hyperphagie, bien sûr, le diagnostic différentiel avec l'hyperphagie, là, il y a une surconsommation alimentaire chronique, c'est-à-dire le patient mange tout le temps, il n'y a pas le caractère de crise incoercible, c'est-à-dire il n'y a pas le caractère de crise limité dans le temps et qui survient de façon incoercible. Mais là, c'est chronique et il mange tout le temps, et c'est des sujets en général, c'est des gens qui mangent beaucoup et c'est des sujets en général obèses. Par contre, la boulimie, c'est des crises, c'est-à-dire c'est limité dans le temps, c'est de grandes quantités d'aliments et par la suite, le patient se fait vomir ou se fait purger par autre moyen. C'est pas la même chose. Complications, évolution. Donc, bien sûr, la boulimie entraîne une complication sévère quand même. On va y avoir des troubles du cycle menstruel de tout type, aménorrhée ou ménométrorragie, etc. Ces troubles, bien sûr, sont liés à des facteurs psychologiques et nutritionnels, aux désordres hormonaux qui peuvent engendrer cette donc, il y a aussi une hypertrophie, on peut trouver une hypertrophie des parotides. Donc, on va trouver chez des femmes qui ont un cou large et l'hypertrophie est bien visible sur leur cou. Donc, cette hypertrophie, elle est expliquée bien sûr par l'ingestion brutale d'hydrates de carbone. Et puisque ces femmes en général vont prendre beaucoup plus des sucreries ou des gâteaux, etc. Et elle est due aussi à la stimulation due au flux gastrique acide. C'est-à-dire lorsqu'elles vont manger, il va y avoir un flux gastrique ou un reflux gastrique qui va engendrer une hypertrophie des parotides. Bien sûr, les conséquences des vomissements répétés, on va avoir une acalose, une hypocalémie, une déshydratation extracellulaire, etc. On peut avoir aussi une atteinte stomatologique qui est souvent irréversible. Par exemple, on va avoir une gingivite, péristomatite, stomatite, des caries par érosion de l'émail dentaire, etc. Bien sûr, une altération des muqueuses bucco-pharyngées et digestives. Euh, euh, bien sûr, qui sont plus ou moins importantes en fonction de l'intensité des mouvements ou de la fréquence des mouvements, type ulcération buccale, pharyngée, ophtalmique, reflux gastrique, etc.
Bien sûr, on trouve des conduites suicidaires fréquentes chez ces patientes. Donc, elles dépriment souvent, elles vont recourir au suicide et des conduites toxicomaniaques, c'est-à-dire elles vont recourir à des addictions. D'abord, elles ont une addiction à la nourriture et il va y avoir aussi ajouter d'autres addictions aux drogues, à l'alcool, etc. Donc, le pronostic, ces troubles peuvent être chroniques dans 30% des cas. Bien sûr, l'adaptation sociale des boulimiques est médiocre, elle est altérée, donc elles n'ont pas de bonnes relations sociales et elles sont en général ont un mauvais estime de soi-même, c'est-à-dire elles se sentent inférieures aux autres et n'arrivent pas à obtenir de bonnes relations avec les gens. Il y a un mauvais fonctionnement social. Enfin, on arrive au traitement. Donc, pour le traitement, bien sûr, en général, les boulimiques, on ne les hospitalise pas. On les hospitalise uniquement dans le cadre du suicide, c'est-à-dire s'il y avait des suicidaires ou des tentatives de suicide à répétition, donc on va recourir à l'hospitalisation. S'il y a si les électrolytes sont très perturbés, c'est-à-dire il y a une répercussion somatique importante, donc ces patients doivent être hospitalisés, bien sûr en cas d'échec thérapeutique, c'est-à-dire si on a tenté le traitement à l'extérieur, en ambulatoire, on n'arrive pas à obtenir de résultats, donc on peut recourir bien sûr à l'hospitalisation. Bien sûr, le traitement de base, c'est la psychothérapie, comme je vous ai dit. Donc, on a toujours les thérapies cognitivo-comportementales qui obtiennent de très bons résultats. Bien sûr, tout en insistant sur le renforcement de l'image de soi, c'est-à-dire qu'on va essayer de valoriser la patiente à ses yeux. Donc, elle va essayer de s'aimer soi-même, c'est-à-dire elle va aimer son corps, aimer tout ce qu'elle a. Bien sûr, pour les thérapies comportementales, par exemple, on va fixer avec la patiente des objectifs. Par exemple, elle doit prendre seulement 3 repas et 2 collations par jour, par exemple. Interdiction de faire une autre activité pendant les périodes d'alimentation. Bien sûr, la limitation stricte de la quantité de nourriture pendant les repas et les collations, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas le contrôle de la quantité, donc elle va limiter la quantité. Donc, on va aussi poser avec la patiente, elle doit obtenir une liste précise et qu'elle doit acheter du supermarché, c'est-à-dire elle ne doit pas acheter des aliments en plus, elle doit limiter ses achats et n'acheter que la quantité nécessaire. Bien sûr, on va interdire toutes sortes de régimes, c'est-à-dire la patiente ne doit pas faire de régime, parce qu'en général, c'est après les régimes que la patiente va perdre le contrôle de son comportement alimentaire, etc. Bien sûr, arrêt des vomissements, des laxatifs, des diurétiques, c'est-à-dire même si la patiente lui arrive de faire une crise de boulimie, on lui interdit de se faire vomir après. C'est-à-dire qu'elle doit assumer la conséquence de son comportement et ne pas se faire vomir après, etc. C'est ça, grosso modo, pour les thérapies cognitives comportementales. Bien sûr, pour la relaxation, donc la relaxation, c'est une technique thérapeutique où on vit avec l'obtention d'une donc essayer de relaxer les muscles. C'est une technique thérapeutique où on va essayer de relaxer la patiente. Donc elle va diminuer bien sûr la relaxation, elle va diminuer l'anxiété avant les repas et les crises boulimiques entre les repas. Bien sûr, les thérapies familiales, donc bien sûr la boulimie aussi est un signe qu'il y a un dysfonctionnement familial,
c'est-à-dire en général c'est des personnes qui ont un problème de relation avec leur mère, une relation en général fusionnelle, dépendante envers la mère, ou un dysfonctionnement des relations entre les différents membres de la famille. Donc, on va essayer de traiter toute la famille par des thérapies familiales. Et lorsqu'on traite toute la famille, bien sûr, le symptôme va disparaître automatiquement chez la patiente. Bien sûr, des thérapies de groupe, c'est connu. Donc, il y a des thérapies de groupe pour les boulimiques, c'est-à-dire on va réunir un ensemble de patientes qui ont le même trouble, c'est-à-dire le trouble de la boulimie. Et bien sûr, les patientes, on va essayer de faire un groupe de parole où toutes les patientes vont parler de leurs troubles, de leurs difficultés, etc. Et bien sûr, ces interactions entre les différentes malades qui ont le même trouble va aider beaucoup ces malades et ils vont s'entraider et ils peuvent arriver à une solution. Bien sûr, pour les thérapies de groupe, il y a toujours un thérapeute qui supervise et qui dirige l'entretien entre les différents patients. Donc, on peut recourir aussi rarement au traitement médicamenteux et on utilise en général un antidépresseur qui est un inhibiteur de la capture de la sérotonine et de la noradrénaline, qui est la venlafaxine. Elle est disponible en Algérie, on peut avoir recours à ce médicament. Donc, c'est tout. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Il n'y a pas de Vous questions. avez des questions? Il n'y a pas de questions. Non, pas de questions. En tous les cas, si Oui. vous avez des questions, vous pouvez poser par la suite sur Viber ou vous les donnez à votre camarade et elle nous les pose par Viber ou par email. Ok, merci, madame. Merci. Allez.